À la une de l'actualité ce soir, Patrice Talon plaide pour la levée des sanctions contre le Niger. Le président de la République du Bénin était face à la presse hier. Outre l'actualité de la CEDEAO, le locataire de la Marina s'est prononcé sur plusieurs sujets, dont la situation au Sénégal, le retrait des 3 pays de la CEDEAO et le 3e mandat. 447 tonnes de charbon fin réceptionnées ce vendredi par le ministère en charge des mines. C'est le résultat du deal entre le gouvernement burkinabé, la société minière Ayam Gold et Sakan SA. L'État burkinabé et l'entreprise canadienne ont de commun accord décidé de mettre fin à la bataille judiciaire qui les opposait depuis plusieurs années. La semaine de l'épargne et l'investissement, c'est la première fois qu'elle est organisée à Ouagadougou. Ces promoteurs veulent offrir un cadre d'échange pour le monde financier et la population. Épargne et investissement, la clé pour une indépendance financière. C'est le thème de cette activité lancée ce matin. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous choisir. Patrice Talon devant des journalistes de son pays, un exercice rare auquel s'est sacrifié ce jeudi le président de la République du Bénin. Entre autres sujets abordés, le 3e mandat, la situation au Sénégal et les sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Sur ce dernier point, le président béninois est on ne peut plus clair. Les sanctions contre le Niger doivent être levées. C'est la toute première réaction d'un dirigeant de la CEDEAO depuis l'annonce du divorce entre les pays de l'AES et l'organisation régionale. Le ramollissement de Patrice Talon dans la crise nigérienne, le temps des menaces et des exigences de la CEDEAO n'est plus à l'ordre du jour. Le président béninois est agacé par les sanctions qui n'ont que trop duré. Nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé d'enlever les sanctions. Ça parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Non. Et je veux que les Béninois le sachent, ça. Ça cause des préjudices au Bénin, c'est sûr. Mais ça cause plus de préjudices au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et sœurs. Donc il est temps pour nous de lever ces mesures-là qui n'étaient pas destinées à durer. Talon va plus loin. Il appelle ses pairs de la CEDEAO à accepter la volonté de Bamako, Niamey et Ouagadougou. Si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la conférence des chefs d'État, je le dirai, c'est qu'il faut tout laisser tomber. Que veulent les Maliens? C'est OK. Que veulent les Burkinabés? C'est OK. Que veulent les Nigériens? C'est OK pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention ou que la déclaration. On peut le dire, revenir. Mais Patrice Talon est loin de dédouaner les autorités à Niamey. Si la situation s'est exacerbée, c'est aussi leur responsabilité, dans la mesure où elles se sont visiblement opposées à toute collaboration. Et on a passé ce message au Niger. Je l'ai fait à titre personnel. Le moment est arrivé où nous devons dire, bon, maintenant, trêve des discussions, des relances, des recommandations, des sanctions et consorts. Dites-nous exactement ce que vous voulez, on va vous accompagner. J'ai dit, moi, personnellement, je suis prêt, au sein de la conférence des chefs d'État, à défendre la position qui est la mienne aujourd'hui en disant, le moment est arrivé pour qu'on fasse trêve de tout ça et qu'on repart de zéro et qu'on prenne acte de ce qui se passe. Et si les autorités nigériennes nous disent ce qu'ils veulent. Parce qu'après tout, personne de la conférence des chefs d'État ne peut dire au nom des Nigériens ce qu'ils veulent. Vous voulez une transition? Vous ne voulez pas une transition? Vous voulez une transition de 6 mois ou de 4 ans ou de 5 ans? Mais dites-le. Puisque la responsabilité nous impose de ne pas statuer dans le vide. Pour statuer, il faut quelque chose. Dites-nous ce que vous voulez, on va statuer dessus et puis on va vous accompagner. Parce que le peuple du Niger est en difficulté avec ces sanctions-là depuis. On n'a pas reçu de réponse. Oui à la levée des sanctions, oui pour le dialogue, mais le locataire du palais de la Marina est totalement contre le retrait des 3 pays de la CEDEAO. C'est une politique divisionniste. J'ai parlé au téléphone avec un des 3 présidents. À un moment donné, il faut tout dire. Et je lui ai dit, c'est pas bien.
Moi, je conçois que les présidents du Niger, du Burkina disent à un moment donné, on suspend notre participation aux organes de ces institutions-là. Ça se comprendrait. Mais dire que je vais détacher le peuple burkinabé, malien, nigérien du peuple béninois, togolais, sénégalais, le problème, c'est pas entre les peuples. Or, ces décisions qu'ils ont prises sont des décisions qui séparent les peuples. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, celui à qui j'ai présenté, j'ai dit, ça allait trop loin. Nous allons trop loin là. Il faut qu'on se revoie. Que les pays de l'AES se revoient parce que tout simplement, la CEDEAO est une communauté de destin. Elle est la communauté financière et économique la plus enviée de toute l'Afrique. La CEDEAO, pas moins. Vous savez que même les pays comme le Maroc ont demandé à intégrer la CEDEAO. Certains sont sortis, sont revenus. Parce que nous faisons de tout petits pas, mais pas de grands pas. On ne peut pas dire que c'est un échec. On va dire qu'on n'a pas fait assez. L'Union européenne a mis du temps pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, tout ce qui... Même entre deux personnes qui s'aiment, très amoureux, si vous découvrez coup de fou, vous mariez le lendemain, ça peut mal se passer. Il y a un temps pour aller dans l'union, pour que l'union soit totale. Je voudrais donc vous dire ça, que on ne peut pas dire que c'est un échec. Mais que dire du Sénégal qui met l'organisation régionale face à ses responsabilités? Et ce qu'on observe au Sénégal qui est regrettable est de nature aujourd'hui à nous interpeller sur le rôle des communautés auxquelles nous appartenons. Est-ce que la CEDEAO, l'UMOA, cette fois-ci doit condamner ou non? Est-ce qu'elle doit condamner ou non? Quand on condamne, on dit il ne faut pas condamner. Quand on sanctionne, on dit il ne faut pas sanctionner. Il faut faire quoi? On va dire oui, mais si vous avez condamné ici, il faut le condamner là. D'accord, on l'a fait. Après le Mali, la Guinée, le Burkina, on l'a fait. On dit bon, une, deux fois. Vous savez que le Burkina n'a pas été sanctionné. Du tout. Mais le Niger, oui, parce qu'on a dit à un moment donné, trop c'est trop. Ce trop c'est trop là continue. Il y a encore un trop qui vient dessus. Il faut faire quoi? Est-ce que la CEDEAO doit condamner? Dire non, ce n'est pas admissible. Non, revenir en arrière. Non, si ce n'est pas fait, voilà les sanctions. On va dire, mais il n'a pas vu ce qui passe au Niger. On l'a fait au Niger. Voilà là où c'est en train de nous amener. Donc, moi, je suis perdu un peu. Un point de presse qui donne l'occasion à Patrice Talon de réitérer sa volonté de ne pas briguer un autre mandat à 2 ans de la fin du dernier. L'affaire Charbon-Fin, on en reparle dans la suite du dossier éponyme. Il n'y a plus de procès. Le gouvernement avait demandé à réquisitionner les cargaisons mises en cause dans cette affaire. Eh bien, depuis ce matin, ces cargaisons de charbon-fin sont aux mains du gouvernement. Globalement, c'est 640 sacs pour 447 tonnes qui ont été réquisitionnés par le ministère en charge des Mines. C'est donc la matérialisation de la décision prise en Conseil des ministres sur ce dossier. Ces charbons seront traités sur place dans la nouvelle usine de traitement de résidus inaugurée récemment. Voyons la réception en images avec Benjamin Kwame. Sous le regard du ministre en charge des Mines, l'un des 32 conteneurs du charbon fin est décelé. Yacouba Zabré Gouba vérifie la substance, appuyée par l'explication des experts miniers. Au total, 640 sacs faisant 447 tonnes de charbon fin pris des mains de la société minière Ayam Gold et Sakan proviennent du port sec de Bobo Dioulasso. Le gouvernement rentre ainsi en possession de ces cargaisons qui devraient revenir à l'État après l'accord à l'amiable trouvé entre les deux parties. Ce charbon fin réceptionné officiellement entérine également la décision du gouvernement qui veut traiter ce reste d'or sur place au Burkina Faso. La convention va être signée avec la société Golden Anne, qui est une entreprise de droit burkinabé. Et à terme, on devrait, en tout cas dans les prochains jours, les prochains mois à venir, se donner rendez-vous ici pour constater de visu ce qui a été fait, en tout cas en termes de traitement de ce charbon fin.
La plus-value avec ce charbon fin qui ne sortira plus du territoire burkinabé, c'est que les retombées iront tout droit dans les caisses de l'État. Et c'est de bon aloi en cette période de crise où les ressources financières sont recherchées, ce qui conforte aussi la société civile. Une autre décision du Conseil des ministres qui a décidé, compte tenu de la nature de ce produit et de la situation assez difficile que traverse notre pays, de reverser l'intégralité des amendes, mais également des produits qui seront issus de ce traitement du charbon fin-là. Donc l'intégralité, en tout cas, des ressources seront reversées au profit du budget de l'État. Avec les décisions qui ont été prises tout récemment en Conseil des ministres, ça donne la feuille de route de ce qui doit être ce processus-là pour aboutir au retrait de la quantité d'or qu'on aurait trouvé au niveau de ces charbons fins-là. C'est à la zone industrielle de Kosodo, à Ouagadougou, que ces sacs de charbon fin sont entreposés avant traitement. Cela marque une autre étape dans cette affaire qui a connu son épilogue le 25 janvier 2024 à travers une trêve à l'amiable après 5 ans de procès. La société Isakan devrait verser 9 milliards de francs CFA à l'État burkinabé, en plus des cargaisons qui devraient être aussi restituées. La réaction de Bassolma Bazié à l'offensive des 84 agents permanents de la CNSS issus du recrutement dit frauduleux. Ces derniers dénonçaient jeudi matin leur suspension jugée d'irrégulière. En réponse, le ministre en charge de la fonction publique y va sans langue de bois comme à son habitude. Écoutons-le au micro de Archimède Boy. Pour que la CNSS puisse survivre, la première ressource sur laquelle on doit mettre l'accent, c'est la ressource humaine. Et cette ressource humaine doit être de qualité. Voilà pourquoi j'engage le DG ici, présent, que si tu fais un texte, ce n'est pas seulement le DG. Pourquoi je suis venu en retard? C'est parce que j'ai reçu le RENLAC qui m'a interpellé par rapport à un concours où on estime que des gens sont rentrés parce que la mesure de taille là n'a pas été ça. Quand on les a pris, ils mesurent 1,63 m et pourtant le communiqué dit c'est 1,65 m. J'appelle le RENLAC. J'appelle le DG de la douane, j'appelle la police qui a pris les mesures. Je rejoins l'école où les candidats sont. Je les fais sortir. On mesure la taille, on trouve que c'est exact avant qu'ils ne rentrent. C'est comme ça. C'est pour aussi dire que dès ce soir et en allant, si je suis ministre et que j'entends qu'à la CNSS il y a des recrutements, si c'est frauduleux, je te donnerai des instructions de les enlever. Nous sommes dans un pays de mérite, de bonne gouvernance et d'exemplarité. Et si je dois les enlever et que sur cette base, celui qui m'a nommé dise, bon, j'ai enlevé, je ne devais pas enlever, je rends aussi le tablier, je pars. Je ne suis pas né ministre. C'est comme ça que je travaille. Donc, de ce point de vue, que chacun en tienne pour dire, si un texte est lancé, c'est pour que des ressources humaines de qualité servent le pays. Il n'y a pas de mouta-mouta. L'orphelin qui est au fond du pays, s'il vient déposer un dossier pour être recruté, s'il a quelque chose dans la tête, c'est lui qui doit être retenu. C'est ça la réconciliation nationale. Bassolma Bazié qui s'exprimait en marge de la cérémonie d'hommage aux retraités de la CNSS. Ils sont 218 agents admis à la retraite entre 2018 et 2023. La Caisse nationale de sécurité sociale a tenu à leur témoigner toute sa reconnaissance. Archimède Boy. 218 agents admis à la retraite, honorés par la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Ces hommes et femmes reçoivent la reconnaissance de cette institution dans laquelle ils ont travaillé plus d'une quarantaine d'années. Leur dévouement et leur engagement au travail ont été exemplaires. Ils ont laissé une empreinte indélébile dans la vie de notre institution, car au-delà de leurs compétences professionnelles, c'est leur abnégation au travail et leur sens du devoir accompli qui ont marqué leur passage au sein de la CNSS. Leur dévouement au travail est une source d'inspiration pour la jeune génération que nous sommes, et leur départ laisse un vide que nous ne pourrons pas facilement combler. Comblés de présents, ces retraités de la CNSS se réjouissent pour la tenue de cette cérémonie. Le président de l'Association nationale des retraités
invite ses camarades à pratiquer une activité cérébrale intense pour freiner le vieillissement rapide selon lui. Il est recommandé, à défaut de dossiers à monter, de lire des ouvrages, en particulier des livres difficiles à comprendre, pour obtenir une activité cérébrale intense. Dans une moindre mesure, l'exercice quotidien de la combinaison de chevaux pour la course hippique est un bon stimulant pour les ménages, à condition de ne pas y investir tout votre temps de loisirs et toute votre pension. Pour le ministre en charge de la fonction publique, la retraite ne doit pas être synonyme de souffrance. C'est pourquoi il s'engage à améliorer leur pension. Ça fait la 3e fois aujourd'hui que j'interpelle sur cette question d'amélioration de la pension. On me dit qu'il y a des études actuariales. Je ne veux pas que des études, des résultats viennent après de beaucoup de décès de retraités. Il faut que ça vienne vite. Il faut que ça vienne vite. Et que mon souhait est que justement d'ici la fin de la transition, qu'on puisse véritablement prendre des décisions qui siennent. Ils ont travaillé pour ça, et c'est pour cela, en partant à la retraite, et le fait de leur souhaiter une bonne retraite ne doit pas être des mots creux. Cette activité d'hommage aux retraités de 2018 à 2023 fut l'occasion pour la CNSS de renforcer la culture d'entreprise de ses employés. Bientôt, la diffusion de films sur les fake news sur votre chaîne préférée. Des films issus de 4 petits spectacles de théâtre inspirés des fake news dans un contexte d'insécurité au Burkina Faso. La compagnie théâtrale Les Empreintes entend ainsi contribuer à la promotion de vivre ensemble et à la cohésion sociale dans le pays. Ces films ont été présentés hier au public et à la presse. Plus de précisions avec Amadou Diko. Les gens sont en train de s'en prendre à notre ambassade à Babylone. Ce n'est pas possible. Mais viens voir, dégage. Tout est parti d'une information diffusée sur les réseaux sociaux. Blackman et Rabi, respectivement garagistes et commerçantes, vont apprendre via Internet que l'ambassade de leur pays, basée en Europe, est vandalisée par un groupe de personnes. Choqués par cette nouvelle, ils vont décider alors de s'en prendre à une femme qui porterait une nationalité étrangère. Mais à leur grande surprise, l'information diffusée est fausse. C'est tout simplement un fake news. Pour éclairer la lanterne de l'opinion, le gouvernement sort une note de démenti. Cette dame de nationalité étrangère a la vie sauve. Un scénario qui illustre bien la prolifération des fake news sur les réseaux sociaux. C'est justement pour faire face au phénomène, surtout dans ce contexte de crise sécuritaire, que ces films sont conçus pour sensibiliser le public. Sensibiliser sur les fausses informations et promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale, c'est la visée de cette pièce. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent et que souvent et très souvent les gens ne font pas attention, ils prennent et puis ils partagent. Donc, et on sait tous ce que ça peut créer. Donc nous, en tant qu'artistes, on s'est dit on pourrait faire quelque chose pour contribuer à sensibiliser les gens sur ce sujet-là. On espère que ce projet-là, il va plaire, et en tout cas les gens vont l'accueillir et puis on pourra avoir du soutien pour pouvoir le démultiplier. Dénommé Dramactu, ce projet artistique de la compagnie Théâtre Les Empreintes est possible grâce à l'appui de l'ambassade du Canada au Burkina Faso à travers le Fonds canadien d'initiative locale. C'est un phénomène qui nous touche tous, c'est un phénomène qui n'a pas de frontières, ça nous touche au Canada, ça touche le Burkina Faso aussi. Donc il faut qu'on apprenne à reconnaître ce phénomène-là, il faut qu'on apprenne à se doter d'outils pour pouvoir vérifier soi-même les informations. Il faut qu'on s'entende de quoi on parle. Je pense que ce projet ici contribue à vulgariser la connaissance et à mettre en garde les citoyens sur l'importance de vérifier ces nouvelles. Au nombre de 4, ces documents qui traitent des fake news sont à suivre bientôt sur des chaînes de télévision locales, dont la chaîne au cœur de nos défis, BF1.
Bonne nouvelle pour BF1, Nestlé Burkina s'engage à accompagner la télévision au cœur de nos défis dans la réalisation de son émission phare Pépites d'entreprise. Le partenariat a été scellé mercredi dans les locaux de la chaîne Stéphanie Ouattara, Nadège Thiam-Touré et Maxime Ilboudou. Le partenariat est ainsi scellé entre la télévision BF1 et Nestlé Burkina. Le centre d'intérêt, c'est l'émission de télé-réalité Pépites d'entreprise. Nestlé Burkina veut accompagner la jeunesse entreprenante du Burkina Faso et le créneau est tout trouvé. C'est Pépites d'entreprise, ce programme innovant de la télévision BF1. Nous avons pris soin de passer en revue le programme Pépites des entreprises. Il y a beaucoup de thématiques qui cadrent vraiment avec nos objectifs au Burkina en matière d'accompagnement de la jeunesse et dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc cette émission cadre parfaitement avec nos objectifs et c'est pourquoi nous décidons d'accompagner l'émission tout au long de l'année 2024 à travers notre sponsoring pour apporter un coup de pouce au rayonnement du potentiel de la jeunesse burkinabé. Le directeur général de la télévision BF1 se réjouit d'un partenariat avec le géant de l'industrie agroalimentaire Nestlé. La preuve que l'émission Pépites d'entreprise a de l'impact. Nous avons effectivement noué un partenariat dans le cadre de l'émission Pépites d'entreprise. Pépites d'entreprise qui, comme vous le savez, est la plus grande émission de promotion de l'entrepreneuriat jeune au Burkina et dans la sous-région. Nestlé ayant une politique de développement RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale de l'entreprise, a estimé que c'était indiqué, étant donné que dans ses valeurs, dans ses missions, la promotion de l'entrepreneuriat jeune occupait une place importante. Donc c'était important pour eux de s'associer à cette émission. Et c'est ce qui a été fait ce soir. Au-delà de Pépites d'entreprise, nous avons mis à profit cette séance de travail pour leur proposer et présenter également l'ensemble des différents programmes de BF1 qui permettrait à une grosse marque comme Nestlé de non seulement se donner de la visibilité sur le plan commercial, mais également de renforcer sa politique RSE en s'associant à un certain nombre de programmes comme Pépites d'entreprise, Bâtisseurs de cité et bien d'autres. Un partenariat appelé à grandir car le directeur général de Nestlé Burkina a été séduit par d'autres programmes de la chaîne au cœur de nos défis. L'émission de BF1 avec la Pépite des entreprises, nous pensons que nous allons, après cet accord, continuer naturellement à collaborer au bénéfice de la jeunesse. Donc je pense que c'est un partenariat qui prendra de longues années et parce que les objectifs cadrent parfaitement pour ce qui est de l'accompagnement de la jeunesse en matière d'emploi, de l'entrepreneuriat et pourquoi pas de l'employabilité. Les inscriptions pour l'édition 2024 de Pépites d'entreprise ont pris fin le 31 janvier 2024. Et ce sont plus de 1200 projets qui ont été enregistrés et qui seront en compétition pour cette 5e édition. On en vient à la semaine de l'épargne et de l'investissement. Elle se tient ces vendredi et samedi à Ouagadougou. L'idée des promoteurs est d'inculquer une éducation financière aux populations en sensibilisant consommateurs et investisseurs aux différents produits, concepts et risques financiers. Archimède Boy nous en dit plus. Dans un pays où les défis économiques s'annoncent de plus en plus complexes, l'éducation financière reste l'une des alternatives pour une bonne pratique budgétaire, une prise de décision éclairée sur son porte-monnaie et une gestion efficace des risques financiers. C'est la conviction de l'Association pour l'éducation financière du public qui tient en collaboration avec l'agence Impulsion sa première édition de la Semaine de l'épargne et de l'investissement. Nous avons des habitudes que les populations ont, que nous-mêmes nous avons, qui sont dues à la méconnaissance du principe de fonctionnement de l'argent et de la gestion d'argent, qui, sans le vouloir, nous met dans des cycles de dette. Et à la fin, on perd le fil de nos projets que nous avions voulu réaliser et on finit dans une détresse économique. Et c'est tout ça que nous voulons éviter. Une attention particulière est portée sur l'inclusion financière au cours de cette cérémonie de lancement.
Selon les initiateurs de cette rencontre, la majorité de la population vivant en zone rurale et une proportion d'adultes non alphabétisés maîtrisent l'éducation financière transmise de manière informelle, ce qui n'est pas suffisant pour garantir une compréhension approfondie des concepts financiers pour prendre des décisions éclairées sur la gestion de l'argent. Les autorités de l'UEMOA ont fait de l'éducation financière un pilier essentiel du développement de l'inclusion financière. Au Burkina Faso, des structures telles que le Secrétariat technique pour la promotion de l'inclusion financière, STPIF, et le Fonds national pour la finance inclusive, FONAFI, témoignent de l'intérêt manifeste et de l'engagement du gouvernement à promouvoir l'éducation financière et partant l'inclusion financière. En outre, la semaine de l'épargne et de l'investissement est l'occasion de renforcer la culture financière au Burkina Faso. Les participants de la dite semaine vont durant 2 jours suivre des conférences, des ateliers et des séminaires animés par des experts de la finance et des professionnels de l'investissement. 511 cas de rougeole enregistrés avec 2 décès au Burkina Faso depuis le début de l'année. À cela s'ajoutent les menaces de méningite, de chikungunya et de maladies respiratoires aiguës. Il n'en a pas fallu plus pour que le ministère de la Santé mette en branle sa stratégie de lutte contre ces différentes maladies. Le ministre Lucien Kargougou a présidé hier la rencontre préparatoire de la saison épidémique 2023-2024. Maxime Ilboudou. Le ministère en charge de la Santé se prépare à la riposte d'une éventuelle épidémie de rougeole, de dengue ou de méningite au Burkina Faso. Des cas sont déjà notifiés et les professionnels de la santé jouent la carte de la prévention. Et cette rencontre préparatoire de la saison épidémique 2023-2024 avec les gouverneurs de région et les acteurs de la gestion des épidémies se veut donc une occasion pour mutualiser leurs efforts afin de renforcer l'accès au diagnostic et à une prise en charge gratuite des cas. La saison épidémique en cours est marquée par des flambées de cas de rougeole dans les régions sanitaires du centre-nord et du nord. Depuis le début de l'année 2024, nous avons enregistré 511 cas de rougeole avec malheureusement 2 décès. D'autres maladies à potentiel épidémique sont détectées par notre système de surveillance épidémiologique comme la méningite, les infections respiratoires aiguës, sévères et le chikungunya. Dans le but de mener à mieux la riposte, le service de surveillance épidémiologique travaille à éliminer les gîtes larvaires. Il prévoit même une campagne de communication pour amener les ménages à adopter des attitudes plus protectrices. Au cours de cette année 2024, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique travaillera à renforcer les capacités opérationnelles des acteurs du système de santé pour faire face à toute urgence sanitaire. Nous devons renforcer les capacités des brigades VECT et utiliser les volontaires nationaux agents de santé à base communautaire pour la sensibilisation et l'appui des ménages dans l'identification et la destruction des gîtes larvaires. Les différents secteurs ministériels seront à vos côtés pour traduire en action les orientations, les directives de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement. Au niveau régional, les acteurs de la santé s'organisent à disponibiliser les stocks de diagnostic et les produits de santé pour une prise en charge rapide des cas. Freinés dans leur élan par l'insuffisance des moyens financiers, ils plaident pour un renforcement de leurs capacités opérationnelles. Il y a quelques contraintes dans le fonctionnement de ces comités, notamment la faiblesse des ressources financières qui ne permet pas au comité d'avoir un fonctionnement, comme on peut le dire, conforme aux attentes de sa création. Mais n'empêche que ce comité travaille pour prévenir et pour, en cas de besoin,
mener les actions de report en cas de survenue d'épidémies dans nos régions. Pour lutter efficacement contre les épidémies, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait front commun avec les ministères en charge de l'environnement et celui en charge des ressources animales. Cette dernière brève, avant de nous quitter, on a appris la mort dans la nuit d'hier à aujourd'hui de Robert Badinter, l'ex-ministre de la Justice française, à l'origine de l'abolition de la peine capitale dans son pays. L'homme avait 95 ans. C'est tout pour ce soir. Merci de votre attention partout au Burkina Faso et plus précisément depuis les localités de Lankoué dans le Sourou. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.